cœur des jungles d'Asie du Sud-Est, le Myanmar n'a pas connu la guerre plus de 5 ans d'affilée. D'un côté, une dictature militaire totalitaire s'est battue désespérément pour maintenir son emprise sur le pouvoir, même si les 3/4 du territoire national ont échappé au contrôle du régime. De l'autre côté, un groupe de combattants pro-démocratie a uni ses forces avec des milices ethniques locales qui combattent le gouvernement depuis des décennies. Le nombre exact de morts dans ce conflit reste inconnu, mais il est probable que plus de 100 000 personnes y aient péri dans l'une des guerres majeures les plus ignorées de la décennie. Mais au cours des derniers mois, il est devenu évident que la guerre en Birmanie évolue vers une résolution étrange, où personne n'obtient ce qu'il veut et où tout le pays en souffre. L'Alliance rebelle du Myanmar se divise vite. Ses dirigeants militaires sont loin d'avoir le contrôle total de leur pays, et tout ce statu quo brisé est sur le point d'être figé pour des années, voire même des décennies à venir. Ironiquement, la seule partie pouvant être considérée comme gagnante dans ce conflit n'est même pas le Myanmar. Cette guerre civile désastreuse semble surtout profiter à Pékin, tandis que le reste de l'Asie du Sud-Est préfère ignorer la situation. S'il y a une chose à savoir sur l'armée dirigeante du Myanmar, la Tatmadaw, et sa conduite tout au long de cette guerre, la Tatmadaw compense ses difficultés, son incompétence, sa corruption et son faible moral par la brutalité de ses tactiques sur le champ de bataille. Au cours des 5 dernières années, la Tatmadaw a choqué le monde par ses frappes aériennes et ses bombardements d'artillerie fréquents sur des écoles, des habitations et des hôpitaux, ses exécutions extrajudiciaires régulières, ainsi que par son recours à la torture, à la violence sexuelle et au travail forcé contre des civils ordinaires. Bien que les soldats de la Tatmadaw aient abandonné de nombreux avant-postes et se soient rendus par centaines aux combattants rebelles à de nombreuses reprises, ils restent dans le combat, notamment grâce à leur régime de terreur. Pourtant, tout au long de ce conflit, il semblait que la Tatmadaw était en déclin lent, mais constant. Peut-être pas en train de s'effondrer aujourd'hui ni demain, mais progressant lentement vers une disparition inévitable que leur tactique de terreur ne pourrait me retarder indéfiniment. On comprend la surprise de ceux qui suivent cette guerre depuis des années quand la Tatmadaw a soudain repris du terrain. Nous ne reviendrons pas ici sur toute l'histoire récente de la guerre civile, bien que nous ayons traité ce conflit plusieurs fois sur cette chaîne l'an dernier. Consultez ces épisodes pour en savoir plus. Mais les premiers signes d'un changement de dynamique dans ce conflit sont apparus en 2025 lorsque les vastes offensives rebelles ont commencé à perdre de leur élan. En partie, c'était parce que les rebelles avaient ainsi bien réussi jusque-là, repoussant le Tatmadaw hors des zones rurales, des communes locales et même de quelques centres de commandement régionaux. En conséquence, le Tatmadaw s'était replié sur une petite partie du Myanmar, regroupant de nombreuses bases, de grandes villes et une telle concentration de chars, avions et artillerie que les rebelles faiblement armés ne pouvaient renverser. Mais l'autre chose qui a changé en 2025, c'est que la Chine a commencé à peser dans la balance, forçant les rebelles à se retirer des zones où les combats commençaient à menacer les investissements chinois. Nous aborderons bientôt en détail le rôle de la Chine dans ce conflit. Mais il faut d'abord comprendre que son intervention a épuisé l'élan restant des rebelles. Mais au cours des derniers mois, il est devenu évident que la guerre n'a pas simplement stagné. L'élan a basculé en faveur du Tatmadaw. À partir de février et mars, la contre-offensive du Tatmadaw a commencé à montrer de véritables succès localisés, repoussant les combattants rebelles de leurs positions retranchées et reprenant plusieurs villages à la fois. Des groupes rebelles majeurs du Myanmar, tels que l'armée d'Arakan et l'armée pour l'indépendance Kachin, ont vu leurs offensives ralentir alors que la détermination du Tatmadaw se renforçait. À la mi-mai, le Tatmadaw a remporté 2 victoires stratégiques jugées impensables il y a quelques mois. Après 2 semaines de combat, le régime a repris Mao Taong à la frontière sud-est avec la Thaïlande, regagnant ainsi un poste commercial clé vers les marchés thaïlandais. Puis, à l'ouest, le régime a repris la ville de Tonzang près de la frontière avec l'Inde après une campagne de 10 jours pour chasser les groupes rebelles qui occupaient Tonzang depuis 2024. À la fin du mois de mai, la Tatmadaw avait lancé une nouvelle série d'offensives, principalement concentrées sur l'état Kachin au nord. Là-bas, le régime veut récupérer des mines lucratives de terres rares, exportées vers la Chine pour traitement et vente mondiale. La Tatmadaw a aussi lancé des offensives secondaires, l'une vers la frontière indienne à l'ouest, l'autre au sud pour consolider ses gains près de la Thaïlande. Il est encore tôt dans l'offensive de la Tatmadaw en 2026, mais il est déjà clair que le régime a apporté plusieurs changements majeurs simultanément. Plus important encore, le régime a envoyé des milliers de nouveaux conscrits sur le front après une campagne de recrutement controversée et risquée.
alors que de nombreux analystes s'attendaient à ce que les efforts de conscription de la Tatmadaw échouent en raison d'une combinaison d'insoumission, d'une formation médiocre pour les troupes enrôlées et d'un faible moral une fois arrivés sur le front, il semble maintenant qu'ils fassent réellement la différence. Simultanément, la Tatmadaw est devenue beaucoup plus efficace dans l'utilisation de drones bon marché, dans un style de combat qui ressemble beaucoup à ce qui se passe sur les lignes de front en Ukraine. De plus en plus souvent, ces drones sont équipés de câbles à fibre optique qui leur permettent de résister au brouillage et ils sont utilisés à la fois pour la reconnaissance et comme drones kamikazes. Les frappes sont attribuées au tristement célèbre parapentiste de la Tatmadaw qui largue des bombes portatives sur les rebelles depuis des planeurs motorisés. Cependant, les progrès récents de la Tatmadaw pourraient venir d'un changement de commandement. Depuis le coup d'État au Myanmar en 2021, lorsque la Tatmadaw a renversé le gouvernement civil du pays, la nation est sous le contrôle de Min Aung Hlaing, qui était jusqu'à récemment le général en charge de l'ensemble de l'armée nationale. Alors que la Tatmadaw cherche à légitimer son pouvoir sur le Myanmar, elle s'efforce de projeter une image plus démocratique. Pour être clair, la Tatmadaw se concentre presque uniquement sur les apparences. Hlaing a été élu président du pays il y a quelques mois, lors de ce qui a été l'un des scrutins les plus manifestement truqués de ces dernières années, partout dans le monde. Bien que Hlaing conserve toujours le contrôle pratique de la Tatmadaw, c'est Yewinnaung qui s'occupe des opérations quotidiennes, et soit il a vraiment essayé de se faire un nom, soit il a eu de sérieux désaccords avec la façon dont Hlaing dirigeait les choses. Dans tous les cas, le début du mandat de Yewinnaung a marqué un revirement de la Tatmadaw, passant d'une posture retranchée et principalement défensive à des opérations extrêmement agressives comme celles que nous voyons actuellement. Le renforcement de la Tatmadaw ne dit pas tout. Ces offensives surviennent en réalité au pire moment pour l'alliance rebelle du Myanmar. Nous avons déjà mentionné que les rebelles du pays sont un mélange de combattants pro-démocratie et de milices ethniques plus locales qui protègent des communautés composées de leurs propres groupes ethniques sur leurs terres ancestrales. Mais cette distinction est particulièrement importante, car à ce stade, les objectifs de ces milices ethniques ont commencé à diverger de ceux du camp pro-démocratie. Avec des attentes limitées, les milices ethniques ont atteint ce qu'elles s'étaient en fixé comme objectif. Elles ont pris le contrôle de presque toutes leurs terres natales et ont encerclé le Tatmadaw dans une ou deux poches urbaines ou bases militaires, tout au plus. Pour ces milices, c'est ce que la guerre a toujours représenté. Il ne s'agissait pas de renverser le régime dans la capitale Naypyidaw, mais simplement d'obtenir que le régime les laisse tranquilles. La faction pro-démocratie avait une vision très différente de la suite des événements. Ils espéraient qu'après quelques années de succès où eux et les milices ethniques auraient appris à se battre côte à côte, ils continueraient et renverseraient complètement le régime. Mais cela ne s'est pas produit et les milices ethniques ne semblent pas vouloir aller plus loin, ce qui est un problème majeur vu la structure historique de la rébellion. Après le coup d'État de 2021, la plupart des nouveaux combattants pro-démocratie du pays étaient des jeunes désabusés venant des villes et des districts, des gens avec très peu d'entraînement au combat et encore moins d'armes. Faute de connaissances et de ressources pour combattre la Tatmadaw, ils ont rejoint les milices ethniques des campagnes, ravis alors d'accueillir des renforts. Cependant, la faction pro-démocratie n'a jamais formé une force de combat unifiée et manque aujourd'hui d'effectifs et d'organisation pour maintenir la pression sur la Tatmadaw sans le soutien des milices. Pire encore, les factions pro-démocratie perdent des combattants à un rythme inédit, car les lignes de front se sont stabilisées et certains souhaitent une vie plus ordinaire. De plus, la pauvreté et les chocs économiques poussent certains à chercher un autre travail. Il faut noter que la situation n'est pas totalement sombre pour les rebelles, qui contrôlent encore la très grande majorité des territoires qu'ils ont conquis, et cela ne devrait pas changer bientôt. Mais aujourd'hui, les rebelles sont sur la défensive, face à une Tatmadaw qui gagne en puissance et en efficacité au combat. Comme l'a déclaré l'analyste militaire Atet Techin Lin à Deutsche Welle en mai 2026, je cite, « L'armée birmane ne gagne pas, mais elle a atteint un point où elle n'est plus en situation de défaite. » Avant de poursuivre, une pause pour évoquer notre site réservé aux abonnés, fronts.co. Front.co est notre plateforme pour partager des histoires que nous ne pouvons pas traiter sur la chaîne principale, où nous pouvons aller plus en profondeur et être encore plus pointus que sur YouTube. Chaque semaine, nous Front. 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les conflits et histoires géopolitiques qui comptent pour vous. Cela inclut l'Ukraine, l'Iran, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions, sans oublier les conflits souvent ignorés ailleurs, comme la guerre au Myanmar. Un abonnement ne coûte que 5$ par mois ou 50$ par an. C'est fronts.co. Allez voir. Et maintenant, on reprend. Faire pencher la balance. D'accord, il est temps maintenant de nous intéresser à l'autre acteur majeur de ce conflit, la Chine. Pékin n'est pas un participant direct dans cette guerre.
Elle n'apporte ni troupes ni soutien aérien au Tatmadaw, contrairement au gouvernement américain ou russe envers leurs alliés militaires. La Chine maintient une forte emprise sur le Myanmar via des leviers militaires et économiques pour faire pression sur tous les camps. Lorsque le Tatmadaw se comporte bien, la Chine le récompense par un approvisionnement constant en renseignements, drones, matériel militaire, ainsi qu'un soutien financier et économique. Si les rebelles se tiennent bien, la Chine autorise le commerce informel à la frontière et tolère leur gestion des mines et investissements chinois. Lorsque la Chine juge nécessaire d'intervenir, elle a poussé le régime à d'importantes concessions économiques et sécuritaires. Elle a fait passer des armes de contrebande aux rebelles via les vassaux de la Chine dans l'État Wa autonome du Myanmar, forcé les rebelles à abandonner sans combattre des positions durement conquises, et parfois retenu les chefs rebelles en otage dans le système de détention chinois. Aujourd'hui, le Myanmar ressemble moins à un pays souverain et davantage à une plaque tournante de l'exploitation chinoise. La Chine domine peut-être le commerce mondial des terres rares, mais elle maintient son monopole en important toutes les terres rares extraites au Myanmar, que la Chine peut ensuite traiter sur son propre sol. Yangon et Mandalay, les principales villes du Myanmar, sont envahies par des expatriés chinois qui dominent l'économie locale. L'initiative chinoise La Ceinture et la Route y a investi des sommes énormes, y compris la construction d'un oléoduc crucial vers l'océan Indien, qui deviendrait l'unique source d'importation énergétique depuis le golfe Persique pour la Chine si ses ports sur l'océan Pacifique étaient bloqués par ses ennemis. Le Myanmar est même l'exutoire de la Chine pour ses vices. C'est un endroit où l'élite chinoise va pour organiser des fêtes sexuelles alimentées par la drogue et les jeux d'argent, qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir sur le sol chinois. Vu l'importance du Myanmar pour la Chine, il est surprenant que celle-ci n'ait pas choisi de camp dans la guerre civile. La Chine a plutôt établi une règle unique et claire à respecter par tous. Ne touchez pas aux affaires de la Chine, comme le savent bien les spectateurs de Warfront. Pour Pékin, il importe vraiment peu qu'une certaine mine ou qu'un tronçon de pipeline soit sous le contrôle des rebelles ou du Tatmadaw. Ce qui importe sans médicament, c'est qu'il n'y ait ni drone, ni obus d'artillerie, ni bombes qui tombent dans les environs. En termes pratiques, cependant, cette règle désavantage les rebelles. Faire affaire avec les rebelles est souvent plus complexe, tandis que le Tatmadaw peut utiliser ses fonctions officielles pour commercer avec la Chine et protéger ses intérêts. La Chine a plusieurs fois lancé un ultimatum aux groupes rebelles du Myanmar. Abandonner les villes et toutes les mines que la Chine souhaite, sinon la Chine rendra leur vie infernale jusqu'à ce qu'ils finissent par céder. Mais c'est ici que nous commençons à voir l'étrange nouveau Myanmar prendre forme, car même si les actions de Pékin profitent de manière disproportionnée au régime, la Chine ne se soucie en réalité pas de savoir si le régime gagne la guerre civile. La Chine souhaite que le Tatmadaw et les rebelles cessent rapidement de menacer ses intérêts. La Chine pourrait soutenir un camp, mais cela entraînerait plus de combats, des risques accrus pour ses investissements et retarderait l'exploitation des ressources qui l'intéressent vraiment. En résumé, la Chine voulait stabiliser le Tatmadaw et l'empêcher de perdre la guerre, mais elle se soucie peu de l'aider à la gagner. Et cela crée une dynamique délicate, car sans l'aide de la Chine, le Tatmadaw ne va tout simplement pas reprendre la plupart des territoires qu'il a perdus. Lors de sa récente offensive, le Tatmadaw n'a avancé que parce que la Chine a ordonné aux groupes rebelles locaux de ne pas le gêner, et parce que ces offensives majeures visent des zones loin des pôles d'investissement chinois. Parce que les groupes de milices ethniques du Myanmar s'intéressent surtout à conserver le contrôle qu'ils viennent d'acquérir sur leurs terres ancestrales, le Tatmadaw peut se permettre de mener des offensives limitées ici et là. Mais si le Tatmadaw lançait le genre d'offensive qui pourrait reprendre les terres ancestrales d'une milice, cela suffirait très probablement à ramener d'autres milices dans le conflit. Les rebelles savent que s'ils s'unissent, ils peuvent aisément surpasser les soldats du Tatmadaw, les forcer à trop étendre leurs lignes puis à se rendre. Aussi frustrant que cela puisse être, le Tatmadaw doit essayer d'éviter de donner aux milices une raison de revenir se battre. Cela signifie des offensives limitées et des conquêtes limitées. Même si le nouveau commandant du Tatmadaw tente de reprendre un maximum de territoire, la direction du Myanmar semble vouloir consolider le statu quo, quitte à ne pas contrôler certaines régions pendant des décennies. Les récentes élections factices du Myanmar n'étaient pas destinées à convaincre le public national. Elles visaient sur la communauté internationale, et plus particulièrement l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, mieux connue sous le nom d'ASEAN. Composé de 11 pays dont le Myanmar, le bloc a essentiellement évité la direction militaire du Myanmar depuis le coup d'État de 2021, mais le pays travaille dur pour regagner les faveurs de l'ASEAN.
C'est en partie parce que le Myanmar souhaite renouer avec ses voisins sur le plan commercial et diplomatique, mais aussi parce que le reste du monde essaie de s'en remettre aux décisions de l'ASEAN chaque fois que possible, un peu comme le monde a tendance à s'en remettre à l'Union africaine pour les affaires internes du continent africain. Pour y parvenir, le gouvernement du Myanmar fait le strict minimum pour montrer juste assez de conformité avec l'ordre international afin que l'ASEAN puisse justifier de tourner la page sur tout ce casse-tête. Les élections au Myanmar étaient symboliques, antidémocratiques et prédéterminées. Mais il y a bien eu des élections, et le Myanmar est désormais sous direction civile, même si c'est le même homme qui dirige le régime militaire. Pratique. Le Myanmar a arrêté son plan d'amnistie pour les prisonniers politiques plus tôt que prévu, mais il a tout de même accepté ce plan et libéré certains prisonniers politiques, ce qui reste significatif. Le Myanmar a récemment placé son ex-dirigeante Aung San Suu Kyi en résidence surveillée, au lieu de la laisser en prison depuis le coup d'État. Le Myanmar n'a pas prouvé qu'Aung San Suu Kyi a été transférée en résidence surveillée, ni autorisé ses contacts avec ses avocats ou sa famille, ni même confirmé qu'elle est en vie, mais officiellement, elle est en résidence surveillée. Génial. Vraiment, toute cette mascarade serait assez pathétique, sauf que ça fonctionne. Au cours des derniers mois, la Thaïlande a clairement fait savoir qu'elle souhaitait que le Myanmar retrouve pleinement sa place au sein de l'ASEAN. La Thaïlande, bien que pas toute puissante dans l'ASEAN, demeure l'un des membres les plus influents. Les Philippines assurent actuellement la présidence du bloc. Bien que le pays n'ait pas encore poussé l'ASEAN à changer sa position sur le Myanmar, il a clairement indiqué que le Myanmar n'aura pas grand-chose de plus à faire avant d'être réintégré. Pendant ce temps, la Chine utilise son statut de puissance économique et militaire dominante dans la région pour encourager fermement chaque pays d'Asie du Sud-Est à changer de position. Le Tatmadaw est aujourd'hui nettement plus faible qu'en 2021, au début de la guerre civile. Le régime contrôle directement moins de la moitié du territoire. Si le Myanmar se stabilise mais que la situation actuelle perdure, le Tatmadaw et son gouvernement civil de façade ne contrôleront qu'un État réduit, tandis que ses ressources limitées seront absorbées par un voisin plus puissant. Mais c'est pourtant l'avenir que le régime du Myanmar vise. Même si les forces pro-démocratie veulent changer cela, leurs partenaires des milices ethniques semblent avoir perdu tout intérêt. Ce nouveau Myanmar est plus étrange, plus pauvre, plus faible et moins uni que celui qui l'a précédé. Mais il se pourrait que ce nouveau Myanmar soit parti pour durer. Merci d'avoir regardé.